Bonjour, nous allons peut-être attendre quelques minutes en plus, vu que les gens continuent à se joindre à nous. On va donner une ou deux petites minutes avant de débuter. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir à cet événement important. Je m'appelle Henri Mindio, je suis agronome régional pour le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR basé à Genève. Aujourd'hui, nous lançons donc officiellement la version française du manuel SEEDS, c'est-à-dire les normes pour soutenir les moyens d'existence agricole dans les situations d'urgence. Ce guide est maintenant disponible en ligne et en version papier et vous pouvez trouver les détails sur le site web du SEEDS. Je suis accompagné d'un groupe de collègues et d'experts qui vous feront part de leurs idées et de leur point de vue sur les raisons pour lesquelles cette ressource est un outil précieux pour les évaluations d'urgence en matière agricole et des cultures. Nous évoquerons aussi la formation des formateurs SEEDS qui aura lieu pour les pays francophones en mars 2025. Pardon. Avant de céder la parole à ma collègue Cecilia, j'aimerais rapidement présenter la fonction question-réponse. La fonction Q et R se trouve en bas de votre écran. Elle vous permet de soumettre des questions aux panélistes et elles seront abordées en troisième et dernière partie lors de la session questions-réponses. Notez que nous répondrons par écrit à toutes les questions qui n'auront pas été abordées au cours de la session, vu les contraintes de temps liées à ce webinaire. Maintenant, et pour commencer par une petite introduction à SEEDS, je vais céder la parole à Cecilia Benda. Cecilia a plus de 15 ans d'expérience dans le développement agricole, l'agriculture intelligente face au climat et la sécurité alimentaire dans des pays comme la RDC, la Somalie ou la Zambie. Dans le cadre de ses fonctions actuelles d'agronome basée à Genève, Cecilia dirige les orientations stratégiques et techniques des programmes agricoles dans les situations de conflit et est aussi responsable du volet changement climatique au sein de l'unité sécurité économique du CICR. Cecilia, à toi la parole. Merci beaucoup, Harry, et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer avec cette petite introduction de SEEDS. Et je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous dire quelques mots sur les normes SEEDS concernant les réponses en rapport avec les cultures. Les manuels SEEDS renferment une série de principes et de normes minimales à l'échelle internationale qui aident les personnes répondant à une crise humanitaire à concevoir, mettre en œuvre et évaluer les réponses à une crise en rapport avec les cultures. Premièrement, en renforçant la qualité des réponses aux crises en rapport avec les cultures. Deuxième, en contribuant à sauver des vies grâce à la préservation des moyens d'existence en rapport avec les cultures avant, pendant et après une crise. Et troisième, en aidant les producteurs et soutenant les systèmes, les services, les politiques et les marchés associés. Pourquoi utiliser SEED? Bon, des millions de personnes dans le monde ont des moyens d'existence fondés sur l'agriculture. Et nombre d'entre elles sont exposées à des chocs covariants ou idiosyncratiques qui peuvent perturber leurs moyens d'existence, qu'il s'agisse de conflits, de guerres, de sécheresses, des inondations, des ravageurs ou de maladies qui semblent dans plusieurs endroits être de plus en plus fréquents
et avoir un impact toujours plus intense. D'autant plus que seuls plusieurs chocs peuvent aussi s'enchaîner. Le manuel 6 a été publié en anglais en novembre 2022 et une série d'événements de formation sera ensuite déployée dans le monde entier, tout comme la traduction des manuels en français, en arabe et aussi en espagnol. L'Emmanuel CID fait maintenant partie de la HSP, le partenariat pour les standards humanitaires, ensemble avec SPHERE, les MISMA, l'EGS et plusieurs d'autres normes minimales que vous connaissez. Et CIDS donc comble une lacune critique. Le but général de HSP est celui d'harmoniser les approches et promouvoir une collaboration pour améliorer la qualité et la redevabilité dans les réponses humanitaires. Donc, les sites aident les utilisateurs à déterminer si une réponse en rapport avec les cultures est appropriée, est nécessaire et faisable. A aussi classé par ordre de priorité les domaines de réponse en rapport avec les cultures qui pourront permettre d'atteindre les objectifs de subsistance compte tenu du contexte, mais aussi suivre ou contrôler les degrés de conformité des projets par rapport aux normes et mesurer l'impact de réponse à une crise en rapport avec les cultures. Donc, le Manual CITES a défini des principes et des normes minimales. Par rapport aux principes des CITES, qui sont en nombre de 5, parmi, vous pouvez les voir, le premier, c'est utiliser une programmation fondée sur les moyens d'existence, avoir des approches participatives, la préparation et l'action précoce, tenir compte du changement climatique et réduire au minimum les impacts sur l'environnement, et aussi mettre en place des réponses coordonnées. Concernant les normes minimales CITES, il y a 23 en tout, chacun étant décrit par des actions clés et des notes d'orientation. Et vous les trouverez dans tous les 5 chapitres techniques du manuel. Mais aussi, vous allez voir dans l'évaluation initiale des besoins, dans les différents types de réponses. Parmi, vous pouvez voir la semence, les outils l'équipement d'infrastructure, et aussi dans les suivis et dans l'évaluation de l'intervention. Donc, les formations CID ont été déjà pilotées en Éthiopie et au Népal en vue d'élaborer les formations des praticiens. Et des consultants en conception sont en train de finaliser les stages de formation des formateurs. Et comme vous voyez, les formations des formateurs et les stages des praticiens des ONG locaux seront déployés en anglais, français, arabe, espagnol au cours de la deuxième année de CITES, donc à partir de 2025. Nous visons aussi une formation des formateurs régionale pour l'Afrique australe francophone autour de mars-avril 2025. Donc, restez à l'écoute. Et finalement, l'Emmanuel est désormais traduit en français, en arabe et en espagnol. Et la version français-espagnole existant en format papier, mais aussi électronique, accessible à partir du site web du site, depuis les liens qui vous allez voir dans l'écran. Merci beaucoup, c'est tout. Mon côté, je repasse la parole à Henri. Merci. Merci Cécilia pour cette introduction éclairante à SEEDS. Cela nous amène à la fin de cette première partie du webinaire. Nous allons maintenant passer à la discussion avec nos panélistes, mais tout d'abord, nous allons vous demander à vous de répondre rapidement à 3 petites questions. C'est vraiment juste pour nous donner un aperçu de qui est avec nous aujourd'hui. Nous allons donc maintenant partager ces 3 questions fort simples auxquelles nous vous demandons de répondre. Les résultats seront partagés en fin de session. On vous donne juste quelques instants. Ça ne devrait pas prendre plus qu'une trentaine de secondes.
Un petit effort pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Parfait, nous pouvons arrêter maintenant. Merci. Je vais donc présenter les membres de notre groupe d'experts et leur demander d'allumer leur caméra pour que les participants puissent les voir. Donc, Cécilia partagera d'autres informations du CICR et sera rejointe par notre collègue Oussama Mourhalali, agronome travaillant pour le CICR en Palestine. Il a plus de 18 ans d'action humanitaire dans différents environnements et une solide expérience en matière de système de production alimentaire résilient, d'agriculture émergente. Depuis 2020, Oussama fait partie de l'équipe terrain de SEEDS. Nous avons également avec nous Amidou Traoré, agronome avec plus de 30 ans d'expérience de leadership dans les programmes humanitaires et de développement, y compris l'agriculture et les moyens de subsistance. Il a rejoint le Catholic Relief Service en 2006 et occupe actuellement le poste de conseiller technique régional pour l'agriculture, les moyens de subsistance et l'aménagement pour le bureau du CRS en Afrique de l'Ouest. D'Haïti, nous avons Ledger Jean Simon, encore un agronome avec une vaste expérience dans les contextes humanitaires et la recherche appliquée. Il est actuellement directeur de recherche et développement à l'Université américaine des Caraïbes en Haïti. Enfin, nous sommes heureux d'accueillir aussi David Traynor, qui est conseiller technique pour l'agriculture chez Concern Worldwide et coprésident du groupe de travail sur l'agriculture au sein du cluster mondial sur la sécurité alimentaire. Il a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur humanitaire, se spécialisant dans les interventions de sécurité alimentaire et d'agriculture. Avant de commencer, je rappelle à tous les participants de ne pas oublier de poser vos questions aux panélistes dans la boîte de questions-réponses en bas de votre écran et non dans la fenêtre de dialogue. Merci aussi d'indiquer en début de vos questions le nom de la personne à qui vous l'adressez. Cela aidera Cécilia à les traiter à qui de droit. Alors, Amidou, pour commencer à vous en premier, j'aimerais vous inviter à nous donner et à vous présenter les raisons pour lesquelles cette version française du manuel SEEDS est si importante. À vous, Amidou. Ok, bonjour tout le monde, bonjour Henri, pour CRS et pour la région de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes très ravis de connaître que nous avons enfin la version française de ce manuel. Parce que nous avons, comme c'était à la dit, nous avons la version anglaise qui se tient dans mon bureau, nous l'avons déjà. Mais dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest, nous avons certains pays qui sont francophones et qui sont aussi des pays qui sont confrontés à certains aléas climatiques tels que les inondations et la sécheresse. Et ce sont ces pays-là aussi qui sont impactés par les épidémies des prédateurs et aussi qui connaissent les crises sécuritaires. Et tous ces aspects-là impactent les questions de sécurité alimentaire dans ces pays-là et qui vivent majoritairement de l'agriculture. Et donc, avoir un outil qui permet à ces pays de pouvoir faire des interventions dans le domaine des semences et dans le domaine de l'agriculture des moyens d'existence et qui permettent quand même de décliner les standards comme dans les autres domaines et sur la base desquels tout le monde, toutes les interventions peuvent porter. Je pense que c'est
c'est vraiment très utile pour nous. Et ces pays, j'allais citer notamment le Burkina, la République centrafricaine, même si elle n'est pas dans l'Afrique de l'Ouest, mais c'est les pays francophones et les pays comme Haïti, les pays comme le Niger, j'allais ajouter d'autres pays comme le Mali. En fait, c'est des pays qui vraiment ont besoin de ce genre d'outils. Et nous, en tant que CRS, nous sommes très contents de pouvoir abriter la première formation en mars 2025, qui sera la formation des formateurs, et ce qui permettra vraiment d'outiller les acteurs locaux de compétences et de connaissances nécessaires pour mettre en œuvre efficacement les normes CID. Et ça, c'est très important parce que si chacun va de son gré sans tenir compte des normes, en fin de compte, on n'est pas sûr de pouvoir impacter positivement la sécurité alimentaire ou de pouvoir impacter positivement le relèvement des populations qui sont affectées par ces différents crises dont j'ai parlé tantôt. Et grâce à ces efforts-là combinés, nous prenons des mesures importantes vers la construction des systèmes agricoles plus résilients dans certaines des régions les plus vulnérables. Donc, j'allais dire en résumé, pour CRS, qui est une ONG qui intervient dans l'humanitaire et aussi dans le développement, dans ces pays francophones et ces pays qui sont impactés à la fois par les aléas climatiques et d'autres catastrophes, il est important, et pour ces pays qui vivent principalement de l'agriculture, il est important d'avoir ce genre d'outils. Et nous sommes vraiment ravis de faire partie de l'avoir et de faire partie des bénéficiaires. Merci. Merci Amidou d'avoir partagé vos perspectives sur la manuel SEEDS et l'implication de CRS, et de rappeler aussi donc cette formation des formateurs qui se tiendra au Sénégal en mars 2025. J'aimerais maintenant revenir à Cecilia et à Oussama pour nous partager l'expérience, surtout à Gaza, et fournir un exemple concret. À Cecilia, Oussama, à vous la parole. Okay, thank you for giving me the opportunity to present our experience with seeds in Gaza Strip. Gaza ECOSIC team was member of the seeds field team since July 2020. Next slide, please. Je vais rapidement, donc Oussama remercie donc de lui donner la parole, et l'équipe donc du CICR dans la bande de Gaza fait partie donc de l'équipe terrain de SEEDS depuis juillet 2020. Yes, go ahead, Oussama. Gaza Strip is a small area of 370 square kilometer, but Gaza Strip is also self-sufficient in vegetable production and had intensive farming, mainly in greenhouses. Donc la bande de Gaza est un petit territoire d'à peu près 270 kilomètres carrés, mais au niveau des vegetables, des légumes, c'était autosuffisant. Yes, go ahead. So next slide, please. Okay, our example will be about agro-infrastructure rehabilitation, and that the example took place after the military escalation 2023, where ICRC decided to rehabilitate greenhouses. And here in this project was our first chance to test seeds guidelines, as the English book was ready in 2022. Donc l'exemple, c'est donc la réhabilitation en mai 2023 de serres, et l'équipe de SEEDS a véritablement utilisé les guidelines du livre en anglais qui était donc déjà réalisé dès 2022.
Next slide, please. So as the time is very limited, I would like only to talk about two things in seeds. The decision tree tools here, where we used it, which help us to decide if we ourselves as ICRC implement the project or facilitate the community to implement the greenhouse rehabilitation. In the decision tree, there are 4 questions. And in our case, we reach up to the 4 question, and the answer was yes. So we decided to implement ourselves. If the answer was no, doesn't mean we will not implement anything. That if the answer will be no, that means we go back to the seeds guideline and look for another intervention with the support of seeds guidelines. Yes, donc, au niveau des outils de Seeds, Oussama va revenir sur 2 points. D'un côté, l'arbre de décision pour les choix techniques. Et donc, ils ont vraiment suivi cela en fonction de toutes les questions jusqu'à la 4e question. Et au final, la réponse était oui. Donc, le CICR a décidé d'implémenter soi-même la réalisation. Si la réponse avait été non, à ce moment-là, on revient vers le guideline, les seeds guidelines, et on envisage et on peut envisager un autre type de réponse. Okay. Also, it's very important to consider the seeds principles. All of these 5 principles are equally important. That's why I will start with the last one about coordination. During, after, and before implementing the project, is important to consider the 5 seeds principles, and that's what we did. As example, coordination to avoid duplication, or also to consider the climate change with a very important challenge. And also seeds encourage us to anticipate, to conduct anticipatory actions and projects, and also the participatory approach, which when you consider seeds, when you go deeper in seeds, you will understand that participation, coordination, they have a bigger range than what we use to do. And also the intervention should be, of course, livelihood oriented. Thank you. Donc voilà, juste pour rappeler, je ne vais pas revenir, vous les voyez en français, mais donc Oussama vraiment insiste sur les 5 principes de SEEDS qui ont toute la même valeur, coordonner les réponses, etc. Et donc c'est vraiment des principes de base qui sont à respecter et qui ont guidé l'équipe du CICR à Gaza dans la mise en œuvre des activités. Cecilia, Oussama, merci pour ces... No, I'm still not finished. Okay. There is still one slide. Sorry. Okay, quickly. Yes, this one example about the climate change adaptation, which we considered was the first time in Gaza. So to cover, as example, the greenhouse with the black mesh to reduce temperature. And here the rainwater harvesting from the roof of the greenhouse. Lastly, really, I want to say that over the past year of war in Gaza, I was displaced 8 times. But the Seeds Handbook was always with me, giving me hope to soon begin rebuilding the destroyed agriculture sector. Merci beaucoup. Thank you, Oussama. Donc, Oussama revient sur l'adaptation au changement climatique. Il y a eu un filet qui a été mis pour réduire la température au niveau des serres. Et enfin, donc, Oussama parle donc depuis les événements tragiques. Ça fait 8 fois qu'il a dû être déplacé, mais il a toujours gardé avec lui le manuel SEEDS en dessous du bras et il garde espoir de pouvoir reconstruire les infrastructures agricoles dès que le calme sera là. Thank you, Oussama. Merci, Oussama. Merci, Cecilia, pour ces informations vraiment précieuses. Merci, Oussama. Nous passons maintenant à Lodger Jean-Simon,
qui parlera de la vulnérabilité d'Haïti aux catastrophes naturelles et souligne l'importance d'avoir des bonnes évaluations et préparations aux urgences. Ludger, à vous la parole. Bonjour, bonjour Henri, bonjour tout le monde. Et donc, c'est avec plaisir que je prends la parole aujourd'hui et au nom d'Haïti. Et comme vous savez tous, c'est un pays très affecté par les catastrophes naturelles. Et particulièrement, Haïti a subi d'importantes catastrophes naturelles au cours des dernières années, notamment le tremblement de terre de 2010, l'ouragan Mathieu en 2016 et un autre tremblement de terre en 2021. Ces événements ont causé de dommages considérables aux infrastructures et aussi aux habitants, aux maisons et à l'agriculture, en particulier dans les zones rurales. Et cela met en évidence le besoin urgent d'améliorer la préparation et les réponses aux catastrophes naturelles en Haïti. Et je vais aborder 3 thèmes ici, les catastrophes naturelles et leur impact, les normes cibles comme solution et la formation et le suivi. Donc, les effets dévastateurs des catastrophes naturelles que je viens d'évoquer, avec des milliards de dollars de dégâts et des milliers de vies perdues, soulignent la vulnérabilité des communautés rurales d'Haïti. Ces zones ont besoin de stratégies de réponse et aux crises adaptées à leurs défis uniques. Une solution potentielle est l'adoption des normes CID. La collaboration entre les organisations humanitaires, les organisations gouvernementales et le secteur privé est essentielle pour la mise en œuvre de ces normes. La diffusion de la version française est en cours et cela facilitera la promotion des meilleures pratiques et d'améliorer la résilience de l'agriculture pendant les crises. Outre la diffusion des normes CID, la formation du personnel des institutions clés telles que le ministère de l'Agriculture et les comités de protection civile est essentielle. Le manuel CID propose des lignes directrices pour la programmation basée sur les moyens de subsistance, des approches participatives. Et cela améliore la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes d'urgence. Et en résumé, l'amélioration de la préparation d'Haïti aux catastrophes nécessite une meilleure coordination. L'adoption de normes CID et une formation complète. En se concentrant sur ces domaines, Haïti peut renforcer la résilience de son secteur agricole et améliorer sa réponse aux catastrophes naturelles et au changement climatique. Merci de votre attention. Merci. Merci, Ludger, pour cette mise en évidence de l'importance d'être bien évalué, d'être préparé pour les situations de catastrophe et l'aide que CIDS peut nous donner. J'aimerais maintenant inviter David Traynor à faire le point sur la manière dont Concern Worldwide utilise et prévoit d'étendre l'utilisation des normes CIDS. David, à vous la parole. Merci beaucoup, Henri. Bonjour à tous. So, Concern a commencé cette année de collaborer avec CIDS sur l'intégration de normes CIDS dans notre ligne directrice et notre approche dans les interventions humanitaires et aussi de développement de l'agriculture basée sur la culture. So, les choses importantes, c'est selon le principe, c'est important d'engager tous les producteurs pendant l'évaluation des besoins et l'élaboration des options et la prise de décision par le staff. So, au début de cette année, nous avons commencé avec les équipes dans l'Afrique de l'Est, l'équipe anglophone,
Et nous avons commencé au Somalie, Kenya et aussi Malawi d'intégrer les normes SEEDS dans notre programme agricole là-bas. So, particulièrement, c'est d'intégrer SEEDS dans chaque étape. So, avoir les bons outils d'évaluation des besoins spécifiquement aux cultures. Quels sont les impacts de crise? Par exemple, les crises de sécheresse au Kenya du Nord sur la production agricole. Et quelles sont les options que nous pouvons faire? Ce n'est pas seulement une distribution directe des semences, mais est-ce que nous pouvons utiliser les coupons ou les autres modalités et comment nous pouvons renforcer le système de semences aussi pour avoir un peu de résilience et intégrer la durabilité dans notre programme. So, nous avons fait avec SEEDS quelques des sessions d'orientation sur les normes et l'équipe sont en train d'intégrer dans leur stratégie au nord de Kenya. Donc, après ça, c'est bon que la version sera en français parce que concerne travail dans quelques pays qui sont vraiment touchés par les crises de sécurité alimentaire, comme la bande sahélienne de Niger, du Tchad, de Burkina Faso, et aussi de conflits aussi. So, l'équipe de CSP sont très intéressés parce que le français, c'est la langue de bureau. C'est très difficile à voir les ressources en anglais s'ils ne parlent pas anglais. So, ils auront une ressource clé pour améliorer leur approche dans leur intervention d'agriculture pour renforcer les producteurs qui sont touchés par la crise. So, en RCA, nous avons déjà commencé d'améliorer, avant le lancement de cette manuel, améliorer notre approche. So, c'est important que l'équipe parle avec les producteurs, avec le choix de semences, avec le besoin de formation. Est-ce que nous pouvons renforcer le système de marché? Le marché en RCS est un peu faible, nous avons des autres options dans le manuel sur par exemple, le renforcement de multiplicateurs de semences aussi. Aussi, il faut mesurer l'impact aussi de nos interventions pour voir est-ce que nous devrons faire la même chose après les interventions ou si nous devrons changer. Et aussi, ce n'est pas seulement pour concern, mais c'est pour le partenaire dans le cluster aussi. So, par exemple, le cluster de sécurité alimentaire à RCA, au Niger, les autres pays, cette ressources seront disponibles et tout le monde dans le cluster pour harmoniser leurs normes, leurs standards et améliorer la qualité de leurs interventions ensemble, particulièrement dans la prise de décision. Et sur la sélection de bonnes interventions agricoles et pas seulement aller automatiquement aux distributions directes de semences, par exemple, mais voir le système de semences ou les autres modalités. Merci beaucoup. Merci aussi, David. Merci pour votre intérêt et l'application des normes SEEDS et l'utilisation du manuel. Chers participants, n'oubliez pas de mettre vos questions dans la boîte de questions-réponses qui se trouve au bas de votre écran. Avant de clôturer cette deuxième partie, j'aimerais, mais vraiment rapidement, merci aux panélistes à aller répondre rapidement à une question. Tout d'abord, Amidou, est-ce que vous pourriez vraiment brièvement nous expliquer quel soutien, quelles ressources spécifiques seraient nécessaires de la part des partenaires locaux et internationaux pour assurer la réussite de l'utilisation du manuel SEEDS? Merci beaucoup, Henri. Pour aller rapidement, je pense que la première ressource, c'est vraiment la formation. Être sûr que nous organisons la formation très bien et que la formation soit pratique et permettre aux gens qui bénéficieront de la formation de pouvoir utiliser directement le manuel et que la formation puisse aller aussi des acteurs locaux. Il y a aussi le coaching. J'allais dire qu'après la formation, il faut s'assurer que il y a un coaching permanent des utilisateurs ou un moyen de faire, de fournir des feedbacks sur le manuel en lui-même pour pouvoir penser
à les réviser en fonction des feedbacks qu'on va recevoir. Et le dernier point pour moi, c'est la coordination parce que c'est un manuel très dit, et je ne sais pas si c'est moi qui l'a dit, la coordination, elle est très importante et même dans l'utilisation pour être sûr que le manuel est utilisé au niveau des clusters, au niveau de chaque pays, cluster food security, il serait bon que les gens en fassent quelque chose de fondamental comme outil dans la formulation des réponses. Merci. Merci. Ludger a la même question. Quelles ressources spécifiques, quels moyens seraient de la part des partenaires locaux et internationaux pour une bonne utilisation du manuel SEEDS? Rapidement, s'il vous plaît. Alors, je voudrais souligner deux points particuliers en termes de ressources nécessaires. C'est d'abord les ressources humaines et les organisations humanitaires et le gouvernement, aussi à travers les ministères de l'Agriculture et les directions de protection civile, devraient mettre leurs ressources humaines les plus qualifiées disponibles pour suivre les formations de formateurs. Et comme ça, ils seront en mesure eux-mêmes de pouvoir diffuser le manuel. Mais aussi, une autre ressource tout aussi importante, c'est les ressources de financement pour la multiplication du manuel en duo. Comme ça, plus de gens qui sont sur le terrain pourraient avoir accès directement au manuel en duo, même si c'est disponible en ligne de la version électronique. Voilà. Merci beaucoup, Ludger. David, vous parliez de la mise en pratique déjà de Concern Worldwide et on sait que vous avez des champs écoles paysans. Comment est-ce que cette pratique-là pourrait davantage mettre à profit l'adoption des normes SEEDS? Oui, nous faisons les champs d'école dans les autres pays, s'appelle les centres de ressources orales, mais c'est pour la même approche. C'est une approche d'expérimentation gérée par le producteur. Le producteur identifie un problème. Par exemple, c'est le changement climatique et la sécheresse. Il veut tester une pratique sur augmenter la matière organique dans leur sol et voilà, il teste la pratique, voir s'il marche, oui ou non. Et la même chose si il veut tester une variété de semences. Donc, c'est comme une préparation en avance d'une urgence de cycle alimentaire. Pendant la période de sèche, nous avons un module déjà élaboré dans le champ d'école que nous pouvons intégrer dans le module de formation pendant notre réponse humanitaire, où nous avons une option pour les semences améliorées à fournir à la population touchée par cette crise. C'est comme une préparation pour les urgences. Mais dans quelques contextes, le champ d'école n'est pas faisable parce qu'il y a des déplacements, il y a des problèmes avec la stabilité dans le pays, mais nous avons une autre approche de vulgarisation. Je cite l'exemple de RCA. Nous avons un réseau de relais techniques agricoles qui viennent de la communauté, que nous pouvons parler avec s'il y a une crise et si nous avons le financement pour faire une activité de relancement agricole, nous pouvons parler avec le relais technique agricole. Est-ce que ce choix de semence, c'est un bon choix pour la communauté? Est-ce qu'on peut utiliser les coupons? Est-ce que les marchés sont forts? Ou est-ce que le relais technique agricole a la capacité de lancer une activité de multiplication de semences? C'est important, le champ d'école et les autres approches de vulgarisation, c'est un contact avec la communauté pour prendre les bonnes décisions quand vous êtes en train d'élaborer les programmes humanitaires. Merci David d'avoir souligné le rôle important des agriculteurs eux-mêmes et de ces relais techniques agricoles que vous avez au niveau des villages pour
pour les réponses aux urgences. Merci donc à vous tous pour ces réponses instructives. Voilà, ça met fin à notre deuxième partie de webinaire. Nous allons maintenant aborder la dernière partie, donc les questions-réponses aux participants. Je vais pour cela laisser la parole à Cecilia qui a examiné vos questions et en transmettra certaines à notre groupe de panélistes. Messieurs les panélistes, je m'excuse, mais j'insiste à nouveau sur de vos réponses concises afin que nous puissions maximiser le temps. Cecilia, à toi la parole. Merci Harry. Donc on a reçu plusieurs questions. Donc je vais peut-être aborder les premiers qui sont que je peux essayer de répondre. Donc la question c'est quels sont les bénéficiaires de cette formation et quelles sont les obligations pour participer à la formation des formateurs. Donc c'est une question très pratique, très utile pour tout le monde. Et donc, les formations de formateurs sont ouvertes à staff des organisations nationales et aussi organisations internationales, bien sûr, qui sont engagées dans des programmes humanitaires ou programmes d'agriculture. Mais aussi sont ouverts aux indépendants, aux consultants indépendants qui veulent devenir formateurs accrédités par les sites pour dérouler des formations pour des autres organisations. Les obligations sont que pour être accrédité, formalisé comme formateur, il faut au moins tenir 2 formations. Il faut au moins dérouler 2 formations après être formé comme formateur. Et c'est pour l'objectif de pas oublier la formation, la connaissance qu'on a reçue pendant la formation des formateurs, mais aussi pour commencer vraiment à partager la connaissance, les normes, les principes des sites. Donc ça, c'est les premières questions, ce que je peux dire par rapport comment les sites vont aborder les formations. On a une question pour Oussama, donc je vais peut-être je vais essayer à traduire la question pour Oussama et comment how do you basically address the food insecurity issue with the displaced people, considering the climate change? So what is the approach ICRC, the Gaza team has had to basically address the climate change issue linked to food insecurity for displaced people? Not an easy one. Yeah, it's not an easy, but it's also important. And because some IDP camps are located in traditionally flooding areas, because practically there is no space for tents overall. So ICRC is supporting now the municipality, the remaining municipality, to clean the wadis, the roads there, to avoid potential flooding. That is, in the term of flooding, we are worried because especially we used it during last 10 years for heavy rain in short time, which can cause a flooding. Now, food security is, okay, ICRC also supporting distribution of food parcels in cooperation with the Ministry of Social Development and other activities. As example, we support the clay ovens, supporting the IDPs there to produce their bread locally and through cash for work projects. The need is huge, but we're considering also the climate change. Okay, thank you. Thank you. Je ne sais pas si j'ai besoin de traduire, donc les besoins sont beaucoup. Donc l'équipe essaye d'adresser la question avec plusieurs, avec des
des distributions de la nourriture, de faire des projets communautaires pour l'approvisionnement du pain, qui c'est la staple food de la communauté, et en coordination avec les autorités locales. Merci beaucoup. Il y a une question aussi pour Ludger par rapport à Haïti. Donc, Ludger, pour toi, la question c'est in Haïti, est-ce que vous utilisez l'approche agroécologie? Comment on répond à la vulnérabilité agricole et au changement climatique pour des réponses durables en Haïti? Est-ce que vous adressez les problématiques des changements climatiques à travers une approche agroécologique? Oui, et en fait, l'approche agroécologique, c'est une thématique très, très présente en Haïti, dans le milieu agricole, et non seulement au niveau des praticiens, et des organisations de développement ou des organisations communautaires, mais aussi même au niveau du gouvernement. Et c'est une priorité pour le gouvernement. Et il y a la promotion de modèles d'agroforesterie et particulièrement à base de cultures pérennes comme le café, le cacao et les fruits aussi, donc et qui aident aux producteurs à mieux s'adapter aux impacts du changement climatique. Et même au niveau de l'Université d'État d'Haïti, il y a un programme de master qui vient de démarrer et avec un financement de l'USAID et en collaboration avec Kansas State University. Et dans ce programme-là, il y a un programme de master sur l'agroécologie. Et 3 de nos étudiants à l'Université américaine d'Ecaille participent à ce programme de master. Donc, pour la formation de cadres pouvant vulgariser mieux et conduire des travaux de recherche sur l'agroécologie. Voilà. Merci pour cette question. Merci. Merci pour la réponse. Bon, il y a une autre question intéressante qui dit que dans la réalité de l'action pendant les urgences, ce n'est pas toujours possible d'être conforme aux tous standards. Est-ce que dans l'application des SEEDS Guidelines, est-ce qu'il y a des standards, chapitres, des outils qui semblent un peu plus utiles à utiliser ou plus faciles à appliquer que d'autres? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut répondre. Peut-être je peux aborder ça en disant que c'est vrai, pendant les urgences, on est pressé par le temps, les délais de la réponse. Donc, mais je pense que c'est important vraiment regarder et considérer les sites comme une boîte à outils. Et il faut avoir clair les principes généraux qui sont juste vraiment 5 principes de coordination, de participation, de voir les réponses à niveau des moyens d'existence et aussi dedans les sites, dedans les différents chapitres, on a des outils très pratiques comme les decision trees que Oussama a bien montré dans les slides. Ce sont des outils qui sont très faciles à utiliser, qui ne demandent pas beaucoup de temps à utiliser et à partager avec l'équipe. Et voilà, mais peut nous aider vraiment grandement à prendre des décisions et de voir si des réponses sont faisables, sont nécessaires ou pas. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose sur ça. Oui, oui, moi je suis d'accord avec Cecilia. C'est pour nous les outils, c'est l'arbre de décision. Quelles sont les interventions faisables dans le contexte? OK? So, peut-être renforcer le système de semences, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est juste le lancement agricole pour améliorer la sécurité alimentaire. Mais c'est comme une boîte utile. Il y a des arbres de décision. So, on peut faire l'évaluation des besoins et puis utiliser les informations récoltées pour prendre la décision sur quelle est la meilleure option dans votre intervention de l'agriculture.
Merci, David, pour l'ajout. Il y a aussi une question par rapport aux gouvernements. Comment on peut impliquer, engager les gouvernements qui sont sensibilisés à l'existence et l'application des sites? C'est une bonne question aussi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut aborder ça. Oui. Je pense que... Ah, voilà. Amidou, allez-y. OK. Pour moi, ça, c'est une question fondamentale. C'est là que je disais que dans le cadre de la coordination, il faut impliquer vraiment tous les acteurs pour que tout le monde s'approprie du contenu du site et être sûr que tout le monde l'utilise. Mais maintenant, pour pouvoir l'utiliser, la question de formation devient la base. Et pour ça, il faut que nous soyons prêts à offrir des opportunités de formation pour les services du gouvernement qui sont impliqués dans les questions de régulation sémencière ou dans les questions d'orientation de la culture. Parce qu'en cas de catastrophe aussi, les structures gouvernementales en charge des questions de réponse sont impliquées dans la prise de décision. Et même pour une ONG qui voudrait assister disons, les personnes impactées avec des semences ou dans le cas de la culture de moyens d'existence, il serait plus confortable si le gouvernement est d'accord avec et si le gouvernement comprend les outils que l'ONG a utilisés pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et pour moi, c'est à nous de faire l'effort, nous, ONG, qui sont basés dans les pays, d'approcher les structures du gouvernement, de faire la promotion du site et à chaque fois quand il y a des opportunités de formation, de voir dans quelle mesure on peut leur offrir des places pour ça. Merci. Merci beaucoup, Amidou. Oui, et ça, c'est aussi une autre question qui approche la même thématique. Comment les formations dans les pays seront-elles financées par les gouvernements intéressés ou les membres des groupes secteurs? Ça, c'est une bonne question aussi. Il y a un certain financement qui est déjà alloué par les sites. Mais toujours, il y aura besoin d'avoir plus de formation. Donc, sera aussi important que toutes les organisations qui font une formation, et ça, c'est un peu le principe, ils vont inclure, ils vont engager aussi des professionnels, des staff du ministère de l'Agriculture ou des autres ONG pour faire une formation avec vraiment pas seulement les staff d'une organisation, mais avec les partenaires, avec les autres agences qui travaillent ensemble. Donc, ça c'est plutôt l'approche. Mais bien sûr, on aura aussi l'opportunité de faire des formations un peu plus focalisées sur le staff du gouvernement. Mais c'est important, je pense que aussi les formations sont une opportunité de partager aussi entre staff, voilà, agences locaux, agences nationales et aussi avec les ONG et les autres parties prenantes. Autre question, voilà, ça c'était répondu. Les sites nous donnent des orientations sur comment orienter nos interventions par rapport au changement climatique. Pour Henri, qui autre veut répondre? Oui, enfin, non, je crois qu'il faut regarder le manuel SEEDS. Les changements climatiques ont un impact sur les activités et la décision de réponse en matière agricole et en matière d'urgence. Donc, les changements climatiques sont intégrés, je dirais, dans le manuel SEEDS. Mais le manuel SEEDS, ce sont vraiment des guidelines pour une réponse en matière de culture, en matière d'infrastructures agricoles, en situation d'urgence. Merci. Une autre question pour moi, pour la formation des formateurs, que les
l'organisateur tient compte aussi d'intégrer les organisations locales de jeunes et de femmes pour la vulgarisation des acquis dans la communauté locale. Tout à fait. Je pense que ça, c'est très important. Comme vous avez vu quand je partageais la première présentation, on a aussi souligné qu'il y aura des formations pour les organisations locaux qui sont déjà planifiées. Et comme je dis, l'approche, ce n'est pas de faire une formation seulement pour les staff d'une seule organisation, mais d'un peu ouvrir l'opportunité à aussi des autres organisations locaux, les staffs du ministère. Donc, c'est l'approche vraiment inclusive, les plus inclusive possible. Moi, c'est ce que je voudrais peut-être conseiller par rapport à la formation des formateurs. Il y aura voilà, une publicité ouverte à travers LinkedIn, à travers les réseaux voilà, des partages d'informations, les réseaux sociaux. Donc, restez à l'écoute parce qu'il y aura un call pour application pour les prochaines formations de formateurs. Et donc, essayez de voir quand les formations seront. Je pense pour l'Afrique de l'Ouest et les Sahel, on a dit que ce sera plutôt vers mars-avril, je pense, de l'année prochaine. Donc, et si vous avez aucune question pour les financements, pour la coordination de ces initiatives, s'il vous plaît, écrivez au coordonnateur des sites. Vous les trouvez dans les sites, les contacts. Si vous avez des autres informations par rapport les prochaines initiatives. Voilà, qui met fin à Amidou, oui, à toi la parole, vu que c'est CRS. Non, je voulais juste insister sur le fait que, en faisant l'annonce de la formation, si on peut le faire le plus tôt et donner toutes les conditions, parce que souvent les gens ont besoin, si la formation va se passer à Dakar, avoir un certain nombre d'informations assez tôt pour permettre de pouvoir impliquer aussi le gouvernement, parce que là-bas, souvent les prises de décision prennent du temps. Merci. Merci Amidou, en rappelant que c'est la formation des formateurs. Cette formation, c'est vraiment pour donner une base de formateurs qui, après, pourront réexpliquer et refaire des formations au niveau des pays. Et donc, c'est certain qu'inviter tout le monde sera difficile, mais c'est vraiment formation des formateurs. Merci en tout cas, Cécilia. Merci à nos panélistes, Amidou, Oussama, Ludger et David. Merci encore une fois vraiment pour vos réponses. Je vois qu'il y a d'autres questions donc, auxquelles on n'a pas pu répondre, mais comme déjà dit, l'équipe SEEDS fournira les réponses par écrit et elles seront partagées avec le lien de l'enregistrement à toutes les personnes inscrites aujourd'hui. Comme le mentionnait Cecilia, il y a aussi les coordonnées de contact si vous avez des questions supplémentaires ou d'autres questions dans les prochains jours. Si vous n'êtes pas encore inscrit au bulletin d'information SEEDS, je vous encourage à le faire pour vous tenir au courant des développements dans le domaine des évaluations d'urgence en matière agricole, la formation qui se fera en début d'année prochaine. Donc, vous trouverez le lien de tout cela sur le site web. Voilà, nous approchons donc à la fin de cette session. Il me reste vraiment à vous remercier, vous, les participants au webinaire, pour votre intérêt et vraiment d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé la session utile et nous avons vraiment hâte d'interagir avec vous dans le futur. Donc, bonne fin de journée à vous tous. Encore merci de ma part, de la part de tous ceux qui ont été impliqués au niveau du CICR, de la part des panélistes et de l'équipe SEEDS. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir à tous.